Bonjour et merci infiniment de nous rejoindre encore en ce jour Rencontre-Échange, nouveau numéro. Cette émission qui passe chaque samedi sur Delta Santé. Et ce jour, nous la voulons spéciale pour rendre hommage à notre cher disparu, M. Dem Kodjo, ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine et ancien Premier ministre du Togo. Et nous voulons, avec notre rédaction, rendre hommage à cette illustre personnalité qui a marqué l'histoire non seulement du Togo, mais du continent africain pour avoir été le secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine est devenu aujourd'hui Union africaine. C'est donc un plaisir pour nous de vous retrouver en ce jour pour rendre hommage à M. Dem Kodjo, décédé le 11 avril dernier dans un hôpital américain à Paris. La nouvelle est tombée et ça a fait jaser la toile, beaucoup de réactions. Et dans cette émission, nous avons réussi à réunir certains de ces anciens collaborateurs qui sont sur ce plateau, qui vont donc nous dire exactement qui était cet homme. Et Dem Kodjo était-il un grand homme? C'est l'éternelle notre discussion. Mais avant cela, je vous présente tout de suite mes invités en studio. Je commence par mon extrême gauche, M. Cornelius Aidam. Il est donc un collaborateur proche de M. Dem Kodjo. Il est le directeur exécutif de sa fondation Pax Africana, la fondation qu'il a créée quand il s'est retiré de la vie politique togolaise. M. Aidam, merci de notre invitation. Merci. C'est ça. À vos côtés, M. Charles Awitor, vous avez travaillé à l'Organisation de l'Unité africaine. Vous connaissez bien Dem Kodjo quand il était aux affaires dans l'institution panafricaine. Merci à vous d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Voilà. M. Broum, Nicolas Octave, il est ministre, ancien ministre, il est aussi proche collaborateur de Dem Kodjo. Merci, M. Broum, d'accepter notre invitation. Merci. Cette émission n'aura pas lieu sans notre doyen, M. Ajavon, Maître Ajavon. Merci d'être associé à cet hommage que nous voulons rendre aujourd'hui à notre cher disparu, M. Dem Kodjo. Bonjour. Merci. Voilà, donc la présentation est en fait, nous allons vous proposer, tout pour planter le décor de notre débat, ce document que nous avons réalisé sur lui en hommage, un document réalisé par Guillaume Roch et Antoine Dalmeda, et après on reviendra là-dessus. Si l'élément est prêt, merci la régie. L'information est tombée ce 11 avril sur les réseaux sociaux, puis aussitôt confirmée par la famille. Dem Kodjo, ancien Premier ministre du Togo, ex-secrétaire général de l'OUA, venait de rendre l'âme. Dans la foulée, les hommages lui sont rendus de partout. Des proches aux personnalités en passant par les anonymes, tous regrettent le départ de l'homme. Nous avons accueilli le décès de Dem Kodjo avec beaucoup de tristesse au sein de la famille. C'est un parent très attentionné qui prend des nouvelles de toute la famille, de mes grandes sœurs, de mes enfants très régulièrement. Une panoplie d'hommages, parmi lesquels celui du gouvernement togolais qui dit perdre un digne fils du pays, un grand commis d'État dont l'engagement, la compétence et l'esprit d'initiative ont toujours guidé les actions au service de son pays et du continent africain. Robert Doucet, ministre togolais des Affaires étrangères, pleure un brillant universitaire, un panafricaniste convaincu. Moussa Faki Marmat, président de la commission de l'UA, salue un brillant intellectuel africain, un homme d'État distingué et chevalier infatigable de la paix. Mort à Paris à 81 ans, Dem Kodjo laisse derrière lui un héritage politique mitigé. C'est dans la petite ville de Sokodé que Edouard Kodjovi Kodjo vit le jour le 23 mai 1938. Arrivé en France en novembre 1957, il s'inscrit à la faculté des sciences économiques et de gestion à Rennes et commença son militantisme en adhérant à la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Après son diplôme à l'ENA en 1964, il revient au Togo 3 ans plus tard, en 1967. Gouverneur du FMI et président du conseil d'administration de la BCAO à l'époque, il fut très vite repéré par Gnassingbé Eyadema et rédigea la charte et le livret vert du RPT, le Rassemblement du peuple togolais, dont il sera le secrétaire général durant 2 ans. Gouverneur de la Banque africaine de développement BADS de 1973 à 1976, il sera propulsé au sommet de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, ancêtre de l'actuelle Union africaine. Dem Kodjo, secrétaire général de l'OUA, a laissé ses traces surtout dans le dossier de l'adhésion du Sahara occidental à l'organisation, provoquant ainsi le départ du Maroc, ou encore dans le plan d'action de Lagos. Désavoué par Feu Eyadema, il connut l'exil pour ne revenir au Togo qu'en 1991 à la faveur d'une amnistie générale peu avant la conférence nationale souveraine où il fut élu haut conseiller de la République sous l'étiquette de son nouveau parti, l'UTD, Union togolaise pour la démocratie. Politicien de son état, Dem Kodjo avait un penchant politique modéré.
Après son retrait de la présidentielle de 1993 au Togo en pleine campagne électorale, il remporte avec son parti 7 sièges sur les 81 de l'Assemblée nationale au Togo contre 38 pour le quart lors des législatives de 1994. Minoritaire à l'Assemblée, il accepta tout de même le poste de Premier ministre proposé par Feu Eyadema au grand mécontentement de Maître Yaovi Agboyi Bojikar. Lecture politique ou traîtrise, l'homme sera qualifié de tous les noms dans l'arène politique togolaise. Premier ministre Sounia Singbe père du 23 avril 1994 au 20 août 1996, il fut appelé à la même fonction par le fils Fornia Singbe après la mort du père, fonction qu'il occupa de nouveau du 9 juin 2005 au 20 septembre 2006, une nouvelle source de mécontentement d'une partie de l'opinion. En 2009, il annonce son retrait de la vie politique et créa plus tard sa fondation Pass Africana. Il fut nommé en tant que facilitateur du dialogue politique en République démocratique du Congo en 2016 par la présidente de la Commission de l'Union africaine de l'époque. Une difficile mission dont il se trouvera tout de même satisfait. Mission accomplie. Bien accompli même. C'est dommage qu'une partie de l'opposition, une partie, je dirais, importante de l'opposition n'ait pas pu le voir venir. De toutes les façons, toutes les questions qui étaient sur le tapis sont des questions qui sont chères au cœur de l'opposition, y compris celle qui n'est pas venue assister au dialogue. Edem Kodjo fut donc un grand homme politique, diplomate, mais aussi écrivain internationalement reconnu à travers quelques-unes de ses œuvres, dont les principales est Demain l'Afrique, publiée en 1985, où il aborda la question du développement des pays africains, ou encore Lettres ouvertes à l'Afrique cinquantenaire en 2010. À sa mort, nombreux ont salué la mémoire d'un grand homme, un esprit illuminé et souvent incompris au Togo ou ailleurs. D'autres retiennent de lui un homme d'État à qui ils n'ont pu pardonner les positions non tranchées ou encore ses démarches politiques de 1994 avec Eyadema et de 2005 avec Fornia Singbe. Quoi qu'il en soit, Edem Kodjo reste et demeure un esprit unique au Togo et en Afrique dont la richesse intellectuelle reste sans critique. Que son âme repose en paix. Tu as donné, tu as repris, comme on dit chez nous. Retour en studio ici pour débattre justement de la disparition de ce personnage, ce qu'il a été pour nous dans notre pays et à l'international sur ce plateau. Ses amis, ses anciens collaborateurs sont là pour nous édifier davantage. Maître Juste Ajaron, merci d'être associé à cette discussion. Alors, dites-moi, comment avez-vous appris cette triste nouvelle? Quelles étaient vos premières réactions? Vous avez bien dit triste. Triste, parce que je ne m'attendais pas du tout, parce qu'il disparaît si tôt. Il était malade, ça on le savait. Il était en voie de guérison, je le savais également. Mais qu'il disparaisse comme cela, franchement, c'est triste. On ne s'y attendait pas, n'est-ce pas? Du tout. Comme toujours, la mort n'avertissait pas. Non, Oui. sa mort, Alors, donc, ça veut dire qu'il a encore des ressources à vendre à donner? Oui, je vais vous dire. Quand je le vois, quand je discute avec lui, vous savez ce que je lui dis tout le temps? Grand frère, tu es un gâchis pour l'Afrique et le Togo. Parce que si on avait laissé agir pour l'Afrique et pour le Togo, ni l'Afrique, ni le Togo ne seraient pas là où nous sommes. D'accord, on en repartira dans les détails. Monsieur Boum, j'enchaîne avec vous la même question. Quelles étaient vos réactions? Non, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot et que de dire qu'on accueille une telle nouvelle avec tristesse. Et cela pour différentes raisons. Vous voyez, quand vous connaissez quelqu'un, vous connaissez son potentiel. Vous le voyez de temps en temps, quel que soit l'âge. Et on vous dit qu'il a disparu. Ça paraît toujours comme un scandale. Et c'est ça le paradoxe de la mort. La mort de quelqu'un qu'on connaît n'est pas une mort banale. Et c'est le cas de M. Edem Kodjo. C'est un grand homme d'État, tel qu'on l'a vu. D'abord, qu'il ait eu le mal, il a eu un accident, on a dit un AVC, ça nous a surpris, parce que c'est quelqu'un qui prend soin de lui, qui est sportif. C'est ça. Et qui oui, grand sportif, nous a-t-on dit. Hein? Voilà, il fait du vélo, il fait la natation. Il néglige rien. Comment peut-il faire un AVC? Alors, et qui, par la suite, le conduisent à la mort. Il y a là, et c'est ça aussi le mystère de la mort, parce qu'au-delà de l'aspect létal, il y a toujours cet aspect, cette dimension
métaphysique qui fait que nous ne savons jamais. C'est ça. Monsieur Adam, je tombe sur vous, hein. Vous étiez pratiquement l'un de ces lieutenants. Hein, Je crois que tous ceux qui sont ici le connaissent très bien et ils ont dit exactement les sentiments que nous avons eus. C'était un choc d'un camion de 20 tonnes quand la nouvelle est tombée. Comme disait si bien mon ami Octave, vous connaissez quelqu'un, vous savez bien qu'il peut lui arriver de mourir un jour. Ça, c'est la réflexion. Jusqu'au choc du vécu. C'est autre chose. On savait qu'il était malade, on savait que cela pouvait arriver. Mais quand la nouvelle est tombée, je peux vous dire qu'on était tétanisé. On ne s'y attendait pas, et encore moins de sitôt, surtout qu'on connaissait ses projets. Il y a une différence entre quelqu'un qui ne connaît pas une personne qui entend sa mort de loin, et quelqu'un avec qui vous êtes tous les jours et qui, la veille même de son accident vasculaire, vous étiez ensemble. Vous l'avez vu à l'hôpital, vous avez vu les progrès, et naturellement, vous avez de l'espoir. Donc, quand du jour au lendemain, cette nouvelle vous tombe dessus, c'est vrai que ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est un bouleversement. Monsieur Victor, vous connaissez l'homme aussi? Oui, très bien. Alors, c'était également un coup de massue, je dirais. Une tristesse inouïe et puis mêlée de surprise en plus. Parce que, bon, comme viennent de le dire mes prédécesseurs, il était malade, on le savait, mais ce qui était encourageant, et on s'y accrochait, c'est qu'il a repris. Nous, on attendait plutôt sa convalescence. C'est ça. Et puis tout d'un coup, il y a un silence total, on ne savait plus comment ça se passait. Et puis tout d'un coup, on vous annonce que la personne n'est plus. Alors donc, ça fait un choc. C'est ça. Oui, oui. Tout à fait. Merci. Alors, Maître Ajavon, vous le connaissiez. Si on vous demandait de résumer, de nous donner un souvenir phare que vous gardiez de cet homme, Edem Kodjo. Oui, la première fois que je l'ai rencontré, comme ça, discuter avec lui, c'était à la Sorbonne. Il était encore étudiant? Il était professeur. D'accord, ok. À la Sorbonne. Moi, j'étais avec les experts de la francophonie, de la Tunisie, et les experts étaient allés rencontrer les professeurs de la Sorbonne, discuter avec eux. Il n'était pas mieux. Et j'ai eu une discussion, on a parlé avec lui. Après la discussion, j'ai revu les gens. C'était la première fois que je parlais avec lui. Le peu que j'ai eu comme discussion, en très peu de temps, ça m'avait édifié. C'était un homme extraordinaire. Le peu qu'il m'a dit sur, d'abord, ce qu'il savait, ce qu'on savait tous avant, il m'a dit des choses, il m'a révélé des choses. Et le peu qu'il m'a dit sur ses projets, c'est tout ça. C'est un homme qui avait tout le temps des projets. Tout le temps, M. Adam l'a dit. Après sa convalescence, il avait encore des projets. C'est un homme qui avait tout le temps des projets. Dans le peu qu'il m'a dit à ce moment-là sur ces projets, quand il était en... Ça remontait à quelle année déjà, là, cette première rencontre? 1982, 4 ou 45. D'accord, c'est maximum. Il était pas de l'OUIA, il était enseignant à la Sorbonne. Monsieur Broun, un souvenir d'Edem Kodjo? Essentiellement les années 94 à 96, et peut-être un peu avant, puisqu'il était dans le combat, la lutte, avec bien d'autres pour l'instauration de la démocratie autonome. Et donc... c'est quand il était de retour au pays, ça, après l'exil. Oui, il était déjà au pays, et la première rencontre, c'était lors d'un colloque où on débattait justement des enjeux, des problèmes liés à la gouvernance africaine, au Togo, etc.
je ne me rappelle plus le thème de ce colloque. Ça a été notre première rencontre. Mais l'année 94-96, où j'ai été à ses côtés comme conseiller à la primature, j'en ai beaucoup appris. Et il y a eu des moments phares, mais il serait long d'aller dans les détails. Oui, de les rappeler. Il y a aussi des missions à l'extérieur que j'ai effectuées avec ce grand homme d'État. Et là, vous êtes fiers quand vous êtes là et qu'il intervient face à de grands hommes. Il en a qu'un. Vous êtes fiers d'être son collaborateur. C'est ça. Parce qu'à aucun moment, il ne sortira, il ne dira quelque chose qui mette en bride ou qui fasse le déshonneur de votre pays. Et à ce moment-là, évidemment, vous voulez faire en sorte, vous avez le cœur à l'ouvrage, faire en sorte que la mission réussisse et que nous puissions rapporter une bonne moisson pour le pays. C'est ça. Oui. Maître Javon, rapidement. Être fier. D'être à sa compagnie. Oui. C'est de ça qu'il aime parler. Et ça là, il y a deux événements qui m'ont marqué. Vraiment marqué. Le premier, rapidement. Le premier, c'est que j'étais allé dans une conférence à l'extérieur. À ce moment-là, j'étais vice-président du parti. De l'UTD. Non, pas UTD. ETD, et puis CPP, oui. Et il y avait des personnalités étrangères qui venaient. Et on me présentait comme le vice-président du parti de Michel Ngongo. Les gens me regardaient comme l'extraterrestre. C'est-à-dire, comment est-ce que moi, je peux être vice-président du parti de Etem Kodo? Mais j'en étais fier. C'est cela. Merci, M. Ayavon. Oui. M. Aïdam, un souvenir? Non, Ce qui vous a le plus marqué, oui. Je vais vous raconter une anecdote. Nous étions partis en Chine pour une réunion. Bon, vous savez, c'est de très longs voyages. Bien sûr. Donc on arrive, on devait rencontrer le ministre des Affaires étrangères. Nous sommes arrivés, la voiture est garée. Alors, je sors de la voiture, lui aussi sort. Je marche vers lui. Il y a la délégation chinoise qui nous attendait sur l'estrade. Et je me rapproche pour qu'on rentre. Et le grand frère s'écroule. Alors, écroulé vraiment. Alors, j'essaye de l'attraper. Mais un monsieur qui fait plus d'1,80 m et qui se lâche totalement, vous imaginez ce que c'est. Je n'ai pas réussi. Les dignitaires chinois sont venus à ma rescousse. On essaye de le retenir, mais il était complètement parti. Mais quand j'étais à côté de lui, le temps de s'effondrer, il me dit « Ah, c'est ça la mort ?» Mais c'est doux. Ah bon. Et puis il s'est effondré, le blackout total, jusqu'à ce qu'on ne le prenne et qu'on aille le faire asseoir. Nous sommes restés là pendant une demi-heure avant qu'il ne reprenne connaissance. J'avoue que je n'ai jamais raconté cette histoire, encore moins à sa famille, parce que j'avais peur chaque fois qu'on serait parti, elle n'ait peur qu'il n'arrive quelque chose. Donc c'est pour vous dire la plénitude de la personne. J'ai vu cet instant-là qu'il y avait un voisinage avec la mort, mais c'est pas une réaction, c'est-à-dire cette profondeur m'a marqué à jamais. C'est ce que je vous dirais, à part d'autres choses. Je crois que ça, pour moi, c'est marquant. C'est ça. Michel Victor, oui, souvenir de Dem Kojo? Oui, mais il y en a plein. Moi, c'est des souvenirs qu'il faut dire. Parce que j'étais avec lui tout le temps, j'étais dans tous ses voyages. Donc, on était un peu partout en Afrique, un peu partout sur l'échiquier international. Alors, donc, mais je dirais tout simplement aujourd'hui, puisqu'il faut parler peut-être de quelque chose qui nous a marqué, pour dire à quel point il avait de la poigne. Et puis quand il voulait quelque chose, il ne voulait pas de contrariété, par exemple. C'est ça, oui. Et puis, il avait à cœur le développement de l'Afrique. Alors après l'adoption du plan d'action de Lagos,
Voilà la Banque mondiale qui sort un rapport. Le rapport Berg. Vous savez, son sang n'a fait qu'un tour, comme on dit. Alors donc de Paris, on prend l'avion, et il a eu le rapport en anglais. Imaginez-vous. Il a lu sur le vol Paris et New York, Washington après. Alors directement, on est allé voir le président McNamara. Il a dit non, que l'Afrique, d'abord, c'était un rapport sur l'Afrique au sud du Sahara. Alors d'abord, il a commencé par dire que l'Afrique est une et indivisible. On n'a pas d'Afrique au sud du Sahara, on a une Afrique au nord du Sahara. L'Afrique, pour nous, c'est l'Afrique. Et puis, quand on parle de l'Afrique, il faut qu'on passe par l'OUA à l'époque. Donc, il n'admettrait plus que quelqu'un parle de l'Afrique sans se référer à l'organisation continentale. Alors, donc, il a fait cette mise au point, et puis il a dit non, nous avons un plan pour l'Afrique. Dans votre plan, nous n'allons pas l'accepter. Mais ce qui était marrant, c'est que les gouverneurs africains étaient avec McNamara. Alors que l'Afrique venait d'adopter un rapport, un plan de développement, et les gouverneurs qui étaient à la Banque mondiale étaient ignorants, disons, entre guillemets, de tout ce qui se passait sur le continent. Mais en tout cas, il a fait une mise au point, et vraiment, j'en étais très fier. Après, le président McNamara nous a reçus à déjeuner, mais pour laver tout ça. Mais il était caustique, hein, il n'a pas été... il n'est pas allé de même ordre. Bien, merci. Rencontre et son nouveau numéro. Nous parlons d'Edem Kodjo, hommage à lui dans cette émission où on a réussi à retrouver ses anciens collaborateurs qui viennent bien témoigner de la grandeur de cet homme disparu aujourd'hui. Alors, Edem Kodjo, c'est un parcours, hein, c'est une vie, hein, c'est un destin. Il y a même le titre assez évocateur de Fénance Kona, l'Ivoirien, qui a écrit un ouvrage sur lui, Edem Kodjo, Un destin, une vie. Alors, un destin, une vie, qu'est-ce qu'on choisit, Maître Javon? Les deux. Les deux. Pourquoi les deux? Les deux. Oui. Le titre exact, c'est Un homme, un destin. Un homme, un destin. Un Un destin, oui. Les deux, c'est un homme. Quand on dit c'est un homme, c'est un grand homme. Un destin, c'est un grand destin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un destin qui aurait pu transformer toute l'Afrique. C'est ça. Alors donc, un destin inachevé, un destin... Tu vas parler du plan d'action de Lagos. Oui. Si on avait mis en œuvre le plan d'action de Lagos que Edem Kodjo avait initié, parce qu'il avait initié avec d'autres cerveaux de l'Afrique, si ce plan avait été mis en œuvre, l'Afrique ne serait pas ici et ses fils ne seraient pas en train de mourir dans la Méditerranée. C'est ce plan que la Banque mondiale a combattu en son temps, le plan Berg. C'est ça. Et plan Berg qui a contribué à faire de l'Afrique ce qu'elle est en ce moment. Donc, son destin, c'est un destin inachevé. Destin inachevé d'un grand homme. Grand destin, mais inachevé d'un grand homme. C'est ça. Merci beaucoup. Oui, alors, oui. Je voulais, Oui, sur allez-y, monsieur Haïdam. le plan d'action de Lagos, Oui. il est important de dire qu'on a parlé de sa volonté, sa détermination pour tout ce qui concerne l'Afrique. Il a rassemblé, comme l'a dit Zeus, les cerveaux. Mais il faut dire qu'il a cherché partout. Il y avait des gens qui étaient persona non grata dans leur pays, que leurs dirigeants ne pouvaient pas voir. Il a cherché les gens de partout pour faire un caucus. Oui, des gens valables, des gens solides. Et pour faire un caucus qui a amené à ce plan d'action de Lagos, je crois qu'il est important de le souligner. Oui, et puis, bon, si vous voulez, je peux ajouter aussi, et ces détails. Parce que le plan d'action, il n'y a pas que le plan d'action, mais il y avait l'acte final qui avait déjà initié l'intégration de l'Afrique. Bon, au début, c'était l'intégration économique, mais à un sommet à Accra, les chefs d'État ont dit non,
on ne parlera plus de sommet d'intégration économique, d'intégration tout court, C'est ça. même politique à l'Afrique. Donc, c'était devenu l'intégration de l'Afrique. Alors, donc, il faut peut-être en parler. Et les personnalités qu'il a invitées pour élaborer ce plan, d'abord, ça a commencé avec le colloque de Monrovia en 1979. Bon, donc, c'est un petit caucus de personnalités choisies sur le volet, mais in tutu personné. Bon, donc, c'était pas... c'est parce que vous êtes ci, vous êtes ça qu'il vous appelle, non, mais il vous appelle pour Parce ce que vous avez cette compétence-là. voilà, pour votre qualité intrinsèque et votre compétence. C'est ça. Monsieur Broum, nous parlons de l'homme, hein, son destin, son parcours. Je suis d'avis avec ce qui se dit. Je pense aussi que le plan d'action de Lagos est une de ses plus belles réussites, que lui-même reconnaît comme telle. Vraiment une de ses plus belles réussites. Et ça amène à nous interroger, nous, qui sommes encore vivants aujourd'hui, comment ce plan d'action qui trace un avenir radieux pour l'Afrique, d'un développement d'un endogène, développement endogène, prise, Autosuffisant, centrée, entretenu. sur elle-même, combattu par les Occidentaux, parce que derrière la Banque mondiale, Oui. il faut voir qui est derrière, et qui, bon, nos propres dirigeants, il faut dire les choses telles qu'elles sont, n'ont pas su s'approprier ce plan-là pour en faire un instrument de développement. Mais quand vous lisez le plan d'action de Lagos, tous les balbutiements que nous avons eu après, notamment il y a eu, on oublie déjà avec le président sénégalais, l'autre plan qui est sorti pour l'Afrique, le NEPAD de tout ça. Bon, comparé au plan d'action de Lagos, allez lire. Alors, je crois que nous avons à nous interroger suite à ces échecs-là. Il faut en tirer des leçons pour l'avenir. C'est ça. Alors, on fait la transition en même temps avec Loria, quand il était secrétaire général, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a d'autres actions phares qu'il a marqué, qu'il a marqué dans la vie de l'organisation, Michel Victor, qui avait... Oui, bon, donc si nous prenons seulement... En dehors du plan d'action de Lagos. Oui. Si vous prenez... Bon, donc je sors du domaine du politique des conflits, allons au domaine du développement. Mais d'abord, on peut situer son action là-bas sur trois socles. D'abord, le socle institutionnel, quand il est arrivé. Donc il a voulu, n'est-ce pas, mettre sur pied. Quand il a vu la tâche qu'il attendait, il fallait quand même un support au niveau du secrétariat. C'est ça. Parce qu'il faut que le secrétariat soit un secrétariat. D'abord, il s'est débarrassé du carcan administratif qui était accolé au secrétaire général. Parce qu'au début, c'était le secrétaire général administratif. C'est ça. Il dit non, que lui n'est pas venu gérer, je ne sais pas, quelques milliers de dollars ici. Que lui, il est venu pour des actions concrètes. Alors les chefs d'État ils ont accepté sa proposition et il est devenu secrétaire général. Ce qui lui donnait beaucoup de coudées franches, une coudée assez franche, comme on dit. Et de là, maintenant, il avait en tête sa vision à mettre en place. Donc, il y avait les conflits. Vous savez, il y a tellement de conflits en Afrique en ce moment, on se demande si les conflits l'attendaient. Mais heureusement qu'il était encore jeune. Il est arrivé à l'OU à 40 ans. À 40 ans, oui. Donc, il avait la fougue de la jeunesse. Donc, vous voyez, quelqu'un en 4 ans, avec un mandat de 4 années, il devait aborder beaucoup de problèmes à la fois. C'était surtout un bourreau de travail. Un bourreau de travail. Donc, il travaillait à l'intérieur. Donc, c'était la période où il a dit, bon, on refait complètement le secrétariat. Parce que quand il a fait le tour du secrétariat, les directions que nous avions, ce n'était pas ça qu'il voulait. Donc, ces directions ne peuvent pas faire le travail, n'est-ce pas, auquel il aspirait. Donc, on a refait un organigramme complet du secrétariat et il a procédé l'année suivante au recrutement. Donc, vous voyez, en 80, c'est l'année où l'OU a recruté le plus. C'est ça. D'abord, il a fait une promotion interne pour les gens qui étaient déjà là. Et puis ensuite, il a recruté les gens de toute l'Afrique. En fait, donc,
il fallait asseoir l'organisation, n'est-ce pas, sur une base solide au niveau du secrétaire. Et puis ensuite, et tout ça là s'est fait concomitamment. Alors, donc, on lance les projets de développement. Donc, 79, il est arrivé en 78. Je vous parle du colloque de Monrovia, de 79 déjà. Donc, il va être le tremplin, n'est-ce pas, vers le développement de l'Afrique. De ce plan qu'il voulait pour l'Afrique. Donc, c'est pourquoi il a réuni des sommités, n'est-ce pas, avec l'aide du Libéria, du président Tolbert, et de Michel Dokingue, qui était le directeur régional du PNUD pour l'Afrique. Parce que l'OU en tant que tel n'avait pas les fonds nécessaires pour le faire. C'est ça. Donc, il a eu l'aide de cette personnalité pour le faire. Et puis ensuite, donc ça c'est le plan de développement. Donc, il a foncé, il a eu ce colloque qui a débouché sur le plan d'action et l'acte final de délégation. Mais à part cela, vous avez les droits de l'homme et du peuple. La commission des droits de l'homme et des peuples dont on parle aujourd'hui, ça a été fait aussi dans la foulée. Et c'était en Gambie qu'on a réuni les experts pour travailler sur le dossier. C'est ça. Et après tout ça, et tout de suite après, on est arrivé à Dakar. Le président Senghor lui dit, mais vraiment, j'ai tout appris. Mais vraiment, le président Senghor a demandé que tout le texte soit repris in extenso dans le Soleil, qui était le journal, je ne sais pas si c'est toujours le journal officiel du Sénégal. Bon, pour les conflits, mais je vous dirais que tous les conflits, Somalie, Soudan, Éthiopie, Soudan, Éthiopie et Somalie, il y avait tout, Érythrée, on avait la décolonisation aussi, je ne sais pas si je peux en parler ou bien on en parlera après. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses, je ne sais pas si je dois tout aborder. Ces actions, oui, d'accord. Oui, ces actions, donc, tous les conflits. Donc, tous les conflits, à son départ, disons que tous les conflits étaient presque gérés. C'est ça. Mais il fallait faire tout ça là en même temps. C'est pour vous dire, c'est pourquoi j'ai mis 3 socles pour vous y situer comment il opérait. C'est ça. Bon, donc, ce qui a été saillant, c'était aussi l'indépendance du Zimbabwe. Oui. Ah, mais il a beaucoup milité là-dessus. Et pour l'indépendance du Zimbabwe, même pour l'Afrique du Sud, il avait déjà enclenché. À telle enseigne qu'on avait du mal à survoler l'Afrique du Sud. Parce qu'il est fustigé un peu partout, là où il était, donc c'était contre l'Afrique. Et son fameux discours sur le Limpopo, le lac Victoria, mais c'était historique. Très bien. Donc, oui. Bon, mais et il y a le Sahara, et il y a les conflits, tous les pays de la ligne de front. Bon, donc, la ligne de front, c'était la SADC. On l'appelait SADCC. C'était le South Africa Development Coordination Committee, qui est devenu par après, donc c'était ça rassemblait ce qu'on appelait les États de la ligne de front. Donc, ils étaient contre l'apartheid, ils luttaient pour l'indépendance. Donc, ces pays, n'est-ce pas, épaulaient les Mugabe, n'est-ce pas, pour l'indépendance du Zimbabwe, donc la ZANU-PF, et puis tout ce qu'il y avait comme mouvement de libération en Afrique australe. Alors donc, on a essayé de transformer tout cela, c'est ce qui est devenu après la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, avec un seul C. Bien sûr. Ouais. Donc, voilà. C'était ça, oui. Pour le Sahara, je crois qu'il faut en dire un mot, je crois. Oui, pour le Sahara, parce que, oui, l'intégration, n'est-ce pas, du Sahara à l'OIA, c'est ça? Voilà. Oui. Donc, la fameuse question du Sahara, donc on a voulu lui faire porter le chapeau, mais il n'a pas voulu. Ah oui, parce que lui, il n'était que secrétaire général. Donc, il n'avait pas pouvoir d'admettre un État membre. Une admission, d'après l'article 28 de la charte de l'OUA, une admission était faite par les États membres. Donc, la charte demande que tout État qui se dit indépendant et souverain fasse une demande d'admission, c'est ça, adressée au secrétaire général.
Le secrétaire général maintenant notifie cette demande à tous les États membres. Oui. Donc c'est les États membres, les décisions maintenant recueillies des États membres sont envoyées au secrétaire général, n'est-ce pas, qui les compile. Et dès que le quorum est atteint, donc c'était l'admission se faisait à la majorité simple des États membres. Bon, à l'époque, on était une cinquantaine, donc la majorité c'était autour de 26. C'est-à-dire qu'il fallait 26 États pour que ça passe. Alors donc, on a recueilli toutes les décisions. Donc les États qui reconnaissaient, ceux qui ne reconnaissaient pas, tout ça. Bon, donc, on était arrivé à 25. Mais donc, il y a eu entre-temps le sommet de Freetown. Quand on est allé au sommet de Freetown, maintenant, le président Siaka Stephen donne l'ordre, des instructions, je dirais, à son gouvernement. Et nous avons reçu une note verbale en pleine séance, pleine conférence. Et c'est moi-même qui ai reçu la note verbale que je lui ai tendue au podium. Il était en pleine séance et je lui ai remis la note verbale. Et la discussion battait son plein en l'époque. Alors, le président Nyerere, qui était du groupe qui ont reconnu, qui veulent l'admission, donc ça c'était les groupes des progressistes, on les appelait. C'est ça. Et puis, opposé à ça, il y avait le groupe des modérés. Bon, donc, le groupe des progressistes savait que la Sierra Leone avait reconnu et que ça faisait le 26e pays qui avait reconnu. Alors, le président Nyerere, après une séance, demande. Alors, il pose la question, il prend la parole, il dit, mais je voulais demander au secrétaire général qui sont les États qui ont reconnu. C'est Sarah qui nous donne la liste. Le secrétaire général n'a pas répondu parce qu'on ne lui a pas donné la parole, parce que c'est le président de CIAS qui devait lui donner la parole, qui était le président Siaka Stephen lui-même. Par 2 ou 3 fois, le président Nyerere est revenu à la charge. Alors, en ce moment, le président Siaka Stephen lui donne la parole et il dit, je viens de recevoir, et puis il remonte une note verbale du gouvernement Sierra Leone qui reconnaît la République sahraouie démocratique. Donc voilà, donc les progressistes ont applaudi et c'était retourné. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Oui. Donc le secrétaire général ne fait que notifier. Le secrétaire général n'admet pas, c'est les États qui admettent. C'est ça. Même en droit international, un individu ne peut pas admettre un État membre. Absolument. Je crois qu'il est important que l'on ait passé un peu de temps sur ces sujets, parce qu'il y a trois points noirs que les gens manipulent à volonté. La question du passage en tant que Premier ministre en 1994. Il y a la question du Sahara, il y a la question du livre vert. Je crois que c'est l'occasion d'expliquer aux Togolais ce qui s'est réellement passé. Et c'est bien que M. Hamilton ait pris le temps. C'est ça. Alors pourquoi donc on lui a fait porter ce chapeau de cette adhésion, de cette acceptation de la race au sein de l'OIA? Si on peut oser une explication, c'est parce que les États n'ont pas pris leurs responsabilités. Comme il a été démontré tout à l'heure, aucun secrétaire général de l'OIA ne peut à lui seul décider de reconnaître un État. Là, c'est le premier. Le premier point. Deuxième point, ce que nous savons aujourd'hui, tout le monde peut aller vérifier, c'est qu'il y a un certain nombre d'États qui se sont dédiés après. Ils ont accepté, ils ont soutenu et après ils se sont dédiés. Notamment le cas du président Sékou Touré. Oui. Si allez fouiller les archives, Internet aujourd'hui met à notre disposition beaucoup de documents déclassifiés. Vous verrez que le président Sékou Touré avait soutenu l'admission de la République arabe sahraoui démocratique. Et après, il s'est dédié. Et je dis qu'il est même passé à Lomé. Comble de malheur, il a dit que si M. Kodjo était un Guinéen, on l'aurait pendu haut et court. Et il faut dire que là aussi les documents nous le disent aujourd'hui, que du vivant du père du roi du Maroc, qui était très lié au président Sékou Touré, le président avait promis que même si son père n'était pas là, d'agir en père. Donc naturellement, quand la décision a été prise, il s'est peut-être ressaisi et s'est rendu compte après
que ça mettait en jeu ou bien ça questionnait des promesses presque testamentaires qu'il avait eu à faire. Donc, il est revenu sur le sujet, on a fait monter les enchères, etc. etc. Et donc, il faut dire que le président Sékou Touré, de son vivant, a reconnu ses erreurs, a invité monsieur et madame Kodjo à Conakry, et c'est confondu. Je ne dirais pas un président ne s'excuse pas. Il a reconnu que les choses auraient dû se passer autrement. Et fort de cela, il a confié l'organisation du prochain sommet de l'Union africaine à Conakry. Malheureusement, il a été fauché par la mort. Sinon, c'est M. Edem Kodjo qu'on aurait dû prendre au cours à Lomé, qui aurait organisé, au nom du président Sékou Touré, le sommet de l'Union africaine à Conakry. C'est ça. Oui, mais bon, disons que... Je fasse une petite objection. Un président ne s'excuse pas, donc toi pour s'excuser. Ça, c'est dans l'ancienne... C'est une manière diplomatique de dire les choses. Diplomatiquement, d'accord. Oui, mais... il suggère. Bon, ça dépend vis-à-vis de qui. Mais pour votre question de savoir pourquoi on veut porter le chapeau, oui. on ne sait pas. C'est parce que les États n'ont pas su prendre leurs responsabilités. Ils n'ont pas voulu la prendre. Parce que les États qui ont reconnu, ils auraient pu dire tout simplement que c'est nous qui reconnaissons. C'est ça. Ce n'est pas le secrétaire général. Quand il a vu que personne n'a pris de fait et cause pour lui, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa belle plume. Il a écrit un mémorandum adressé à tous les chefs d'État. Et qu'est-ce qu'il a dit là-dedans? Il a dit, mais moi j'ai pris mes responsabilités en tant que secrétaire général, à vous de prendre les vôtres. Il a dit clairement, noir sur blanc. Alors donc il y a un mémorandum qui existe là-dessus. Et c'est après cela que le président Sékou Touré s'est ravisé. Bon, ils se sont rencontrés peut-être après, mais c'est après cela que les chefs d'État ont lu. Et beaucoup ont compris finalement c'est le jeu qui y avait derrière. C'est ça. Il faut aussi rajouter que les chefs d'État avaient la latitude de dénoncer cet accord si jamais cela ne leur convenait pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été fait. Oui. C'est ça. C'est ça qui a interdit les démêlés avec Foyadema à l'époque. Oui. Il l'obligea donc à accorder l'exil. Absolument. Maître Ajabon. Et c'est pour ça qu'en quittant l'OEA, il est allé se réfugier en Europe. Et évidemment... Il semblerait que la nationalité de lui a été retirée, c'est vrai? Est-ce que la nationalité lui a été retirée? Non. On ne lui a pas donné de passeport. Le contexte était tel que même venir ici pour chercher un passeport, c'était un risque à prendre. C'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. C'est comme cela. Il avait bénéficié de l'appui du Congolais de Sassou Nguesso à l'époque. Oui. Pas seulement de l'appui, du soutien. Du soutien et du passeport. Du passeport diplomatique. Puisque finalement, c'est avec un passeport togolais et d'un cadre congolais. Congolais. Oui. Du passeport diplomatique congolais. Et c'est avec ça qu'il voyageait. Et toute la famille. Toute la famille voyageait avec un passeport diplomatique congolais. C'est ça. Très bien. Alors, deuxième phase, autre phase, c'est le retour d'exil en 91. Après l'amnistie générale, peu avant la conférence nationale souveraine, Edem Kodjo donc est revenu au pays. En mars 91. C'est cela. Il a pris part à la conférence nationale souveraine, il a été élu au Conseil de la République, Parlement de transition à l'époque. Est-ce qu'il avait encore sa place sur l'échiquier politique de son retour? Parce qu'il y a tout un débat là-dessus, M. Ajabon. Oui. D'aucuns voulaient en faire... Je n'ai même pas compris la question. Est-ce qu'il avait sa place sur l'échiquier? Non, parce que pendant la conférence nationale, d'aucuns voulaient en faire le secrétaire général. De quoi? De la conférence. Oui, il a été proposé même. Il avait refusé. Parce que les gens ont dit, mais au Bénin, c'est Théodoré qui a été le rapporteur. Donc, Edem Kodjo, avec la carrière qu'il a, il y en a qui ont dit qu'il dépasse les yeux, permettez-moi de le dire. Et que Edem Kodjo pouvait et devait être rapporteur de la conférence. Il avait refusé. C'est ça. Et qu'est-ce qui justifiait ce refus? Non. Je saurais le dire. C'est lui-même qui... Oui. Monsieur Adam, oui, alors, je demandais, est-ce que Edem Kodjo revenu, à l'époque, avait encore sa place
parmi les siens. Ah bon, d'accord. Oui. Mais avant ça, Oui. avant qu'ils ne reviennent, on avait écrit sur tous les murs et dans les rues, et dans Kodjo Secours. Oui, c'était le temps des tracts. Oui, non, pas les traites. Quand il y a eu le 2005, quand il y a eu 2005, 2005 non, nous sommes dans 90, je pense, 5 octobre 90. 90, oui. Au lendemain du 5 octobre 90, les murs, on a vu sur les murs, et donc Kodjo au pouvoir, donc Kodjo Secours. Dans les rues, les gens écrivent dans les rues. Alors, ça explique ce que vous dites là. C'est ça. Là, ça passe. Oui. Monsieur Adam, oui, il est revenu pour créer l'UTD, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et à l'époque, on ne pardonnait pas si vite, hein, ce qu'on appelait à l'époque la revenue de France ou d'Europe. Oui, mais lui, il faut dire quand même qu'il a commencé même un peu plus tôt. Rappelez-vous de ses articles dans Jeune Afrique, Oui. où il questionnait la gouvernance, la manière dont le pays était conduit, où il faisait des propositions. Des propositions. Donc, avant qu'il ne revienne. Et d'ailleurs, je crois qu'au départ, il ne s'agissait pas, il n'était pas question de créer l'UTD tout de suite. Il y avait un certain nombre de ténors qui étaient sur place. Maître Aboïbo lui-même, il voulait faire quelque chose ensemble. Donc, monsieur De Saint-Javon est encore mieux placé que moi. Je vous laisse la parole sur ce sujet. Je compléterai après. Oui, monsieur. Il ne voulait pas venir créer un parti tout seul. Il voulait rassembler l'ensemble des ténors de l'opposition. Être ensemble pour le combat. Et quand je dis l'ensemble des ténors, vous voyez sur mon regard, tous, les gens tous contactés. Je peux dire les Christ Olympio, les Boubons, les Calbassements à l'époque, les Aïva, oui. Les Aïva, les Nirémi. C'était, bon, il y a un, vous savez, qui est toujours Bouya Lomé, qui n'a pas voulu. Est-ce que vous voyez un peu? On ne voit pas. Hein? C'est pas la peine de dire on voit. Il n'y a que lui qui a dit non, lui, parce que lui il avait d'autres schémas. C'est ça. Sinon, Edem Kodjo, son idée, c'était pas de venir créer un parti comme il était tout seul. Même le nom du parti était significatif. Union togolaise pour la démocratie. C'est l'union de toute l'opposition togolaise pour faire le combat en vue de la démocratie. C'était ça. C'est ça. Oui. Ben, on se souvient. Oui, monsieur. Non, allez-y. Oui. Alors, on se souvient encore de cette nuit où, sous l'impulsion, sous l'assistance, n'est-ce pas, des hauts conseillers, il était au micro pour prononcer de façon ironique la dissolution du RPT et les conséquences que ça a suivi. Oui, mais ça, il n'était pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y avait un contexte national, il y avait son nom qui revenait à tout va. Et puisqu'il était l'auteur du livre. L'auteur du livre, c'est lui qui a créé le RPT. Or, en même temps, en face aussi, on ne lui faisait pas que des compliments. À un moment donné, excédé dans la salle, il a dit, si ça n'est ainsi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, etc., vous connaissez la suite. Oui. Donc, c'était par dépit. Par dépit. Il était excédé. Et bon, d'ailleurs, tout ce qui a suivi, vous vous rappelez de la fameuse gifle qu'il a couchée par terre lorsqu'on avait pris le ACR en otage. Donc ça, ce sont des périodes très douloureuses que M. Kodjo a connues. Mais je crois qu'il faut approfondir ces questions. Il ne faut pas seulement prendre des raccourcis comme on fait d'habitude. M. Kodjo s'est sacrifié pour son pays. Il en a souffert, mais il a assumé ses souffrances. M. Kodjo, à part d'être le grand homme d'État qu'il est, que personne ne peut nier, c'est surtout celui-là qui se voulait proche des Togolais. Même si on dit tout ce que nous connaissons, nous qui le pratiquions, pour nous, c'était le grand frère. Pour vous dire, moi, j'ai jamais entendu M. Kodjo dire à un de ses collaborateurs, nous tous qui sommes ici, et même à d'autres, que, attention, tu ne peux pas dire ça, je suis plus âgé que toi. Je n'ai jamais entendu ça.
des débats pouvaient être contradictoires, Oui. voire même conflictuels, mais c'est la force des idées qui primait. C'était ça l'homme. Je l'ai vu en famille, c'est le père aimant. Comme tous les pères, on peut ne pas s'entendre avec les enfants de temps en temps, mais c'est l'homme que nous avons connu. C'est l'exigence absolue. On vous donne une anecdote, c'était un samedi, et alors le téléphone sonne, je prends, c'est monsieur le Premier ministre, et vous êtes où? Vous êtes au bureau? Je dis non, je vais y aller tout à l'heure. Et monsieur le Premier ministre, c'est samedi, hein. Il dit alors, et samedi? Qui a dit qu'on ne va pas au bureau les samedis? Alors, quand c'est le week-end, tous mes collaborateurs, c'est gay, n'est-ce pas? Et pour vous dire, c'est ce monsieur-là que nous avons connu. Et c'est au jour le jour. Et que ce soit... Mais tous ceux qui sont ici sont très bien placés pour mettre en contexte ce que je dis. Donc, à part d'être le grand homme, il est aussi l'homme de tous les jours. Il est l'ami, il est le grand frère, il est le contradicteur, et tout ce que vous voulez. Il faut dire ça aussi. Bon, tu l'as même lancé. Vous savez, les gens pensaient que... Les gens pensaient que quand Edem Kodjo parlait, c'était le dictat. C'est faux. Pas du tout. Mais les débats qu'il y a eu... On lui répond souvent cette... Non, mais c'est faux. C'est pas C'est un démocrate jusqu'au bout des hommes. Je peux vous le dire. Il avait ses idées, d'accord. Il aime bien en imposer, s'imposer. Non, quand il avait ses idées, il voulait avoir vous le convaincre. truc, avoir le truc, voilà, oui. Non, pas à l'imposer. Oui, on ne peut pas dire qu'il aime en Non. imposer ou avoir le dessus. Il vous convainc. C'est ça, convaincre. Convaincre. Oui. Je vais vous dire, il m'est arrivé plusieurs fois de ne pas être d'accord avec lui. De dire ce que je pense. Il n'est pas d'accord. Et j'ai été témoin. Il n'est pas d'accord. Le lendemain, c'est lui qui m'appelle. Moi, qui m'appelle, il dit, je suis à raison. Le Craig Kodjo. Il m'appelait le matin, je suis à raison. Ça Parce qu'il a réfléchi la nuit. Oui. Et on vient, on discute. Maintenant, à partir de ce que j'ai dit, et qu'il avait peut-être rejeté. Oui. On discute. C'est l'homme, ça. Mais dire qu'il impose ses points de vue, c'est pas vrai du tout. Monsieur Bouloum, d'abord. Sur le plan de ne pas... des discussions. Oui. Je voudrais relever également une petite expérience ou deux. En 1994, puisque c'est un point qui est évoqué. On en parlera tout à l'heure. Voilà, d'accord. Oui. Juste dire que, avec ce qui se passait, moi je m'interrogeais, parce que personnellement, moi je ne suis pas trop un homme de parti politique. Et quand le problème s'est posé, dans la divergence avec Maître Akoibo, je lui ai dit, comment est-ce qu'on peut gérer ça si on n'a pas le soutien de Maître Akoibo? Alors, il a dit non, qu'on ne va pas désespérer. Mais j'étais un peu réservé sur ce plan. Mais il m'a laissé entendre qu'on va continuer de réfléchir, mais on va laisser l'ouverture. Et effectivement, quand on a formé le gouvernement, si mes souvenirs sont bons, on avait attendu que le parti d'Akoibo revienne à de meilleurs sentiments. Vous voyez. L'autre expérience, c'est qu'il y a eu des moments où on n'était pas en accord. Je suis allé le voir, on a discuté. Je dis, mais pourquoi il n'a pas pris telle position à tel moment? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il a dit, mais voilà les circonstances dans lesquelles j'étais. Bon, je n'étais pas trop convaincu. Mais plus tard, quand j'ai été nommé ministre au gouvernement du président Faure, il m'a appelé, il m'a dit, en tout temps, nous devons privilégier l'intérêt du pays. Voilà comment elle l'a. C'est ça. Oui. Alors, parlons de l'étape de 1994, puisque le temps passe vite. Alors, le fait d'avoir accepté ce poste de Premier ministre, M. Aïda, on connaît le contexte de l'époque, il avait 6 députés, pour être exact. Dans le document, on avait 17, et Akoibo en avait 36. J'ai vécu 7 ans.
D'accord. C'est l'homme. Oui. C'est l'homme. Ça, là, C'est- Oui, oui. Alors que Les c'était choses avons été au cœur du sujet. au cœur du- C'est ça. Je vais vous dire, lorsque nous avions eu 7 députés, le cas 36, et on a même validé 1 chez nous, 2 chez nous, ça fait 5, et 2 chez le cas. Invalidé. Invalidé. On a même validé l'élection. Qu'il fallait faire des élections partielles. D'abord, pour la petite histoire, l'élection partielle aurait dû avoir lieu 2 mois auparavant. 2 mois plus tard. C'est le test. C'est ça. Les 2 mois, si on avait fait ces élections partielles, les 2 mois dans le délai, on n'aurait pas eu ce qu'on a eu après. Mais je peux vous dire que c'est un leader de l'opposition qui a tapé sur la table et dit non, 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 ces élections partielles ne sauraient avoir lieu à ce moment-là. On les a faites 2 ans après. 2 ans après, il y a des avait repris le pouvoir. C'est ça. Oui, tout repris. Oui, mais Maintenant, mais moi, ce qui m'intéresse, Oui. c'est d'avoir accepté ce poste de Premier ministre oui, alors qu'il n'était pas majoritaire dans l'Assemblée. c'est vrai que ça a été une partie des discussions entre lui et moi. Parce que je disais effectivement que nous devions avoir l'accord d'Agbouba et du cas C'est ça. avant D'accepter le poste. d'accepter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Justement. Il s'est passé que pendant 2 mois, le président Adema avait refusé de nommer quelqu'un du cas. Voilà. C'est-à-dire Agbouba et Konika. 2 mois. Et je vais vous dire, si vous voulez, je vais vous révéler. Lui aussi, il aurait pu refuser, n'est-ce Mais pas? attendez, je vais vous révéler. Oui. Pendant les 2 mois, Agbouba était en discussion constante avec Avec Yannick Yannick. Adema Oui. pour nommer quelqu'un du cas. Nous avions accepté le principe au départ. Ah oui. Mais à chaque fois, le président Adema disait aux gens qui veulent entendre que Agbouba, ce n'est qu'un juriste, un avocat. Si vous permettez que je dise qu'il n'a géré que son cabinet et qu'il sera géré un État. Il donnait l'exemple d'un avocat qui avait déjà fait ça et que lui, en tant que président, il ne veut pas laisser le pays entre les mains d'un avocat. Et il disait ça à qui voulait l'entendre, à tous les ambassadeurs, aux gens aux envoyés spéciaux qui venaient, il disait ça. Et les gens étaient d'accord avec lui. Et Kodjo Agbouba même n'avait pas des entretiens à ce propos? Si! Si! Et moi, j'étais témoin. Associé. J'étais témoin. Jusqu'à un mois où Yadema avait dit, au bout de 2 mois, Edem Kodjo lui-même était allé s'enfermer en Ngopé. Oui, c'est lui. Il a fait un papier en disant, c'est ce que nous appelons les accords de mars 1994. Oui. C'est Edem Kodjo qui a déjà de toutes pièces. Il est venu, il m'en a parlé, j'ai lu, j'ai dit, mais c'est formidable. Nous allons aller voir Agbouba le cas et nous allons discuter. Il faut peut-être détailler ce qu'il y a là-dedans pour les Oui. Qu'est-ce qu'il y avait dans cet téléspectateurs. accord Oui, de Détailler mars, ce qu'il y là? avait dans la... Et la réunion a eu lieu chez Maître Ego. Maître Bois, du cas. Oui. Ce qu'il y avait dedans, préambule. Le cas et l'UTD et le cas ont eu des problèmes entre eux. Ils passent l'éponge sur tout ce qui s'est passé. C'est ça. L'UTD, d'abord le cas avait vraiment insulté. Oui. Et le cas
acceptait les excuses. Hein? Deuxièmement, c'est ça qui est important. L'UTD n'entendait léguer aucun portefeuille, ni de ministériel, Premier ministre, ni parlementaire, de façon conflictuelle. C'était le contenu de l'accord. Et c'est Edem Koï qui a écrit ça. Et, article 1er, l'UTD laisse le cas choisir le portefeuille, le poste qu'il veut. Et dans la discussion, comme cela a été laissé de côté, dans la discussion, le cas avait choisi le portefeuille du Premier ministre. Ça a été écrit dans l'accord, hein, que le cas a choisi le poste du Premier ministre. L'UTD a choisi alors le poste de président de l'Assemblée nationale. Et tenez-vous bien, c'est ça le clou. Les deux iront voir le président allemand pour lui confier, pour lui présenter ce qu'ils ont conclu. Je vais vous dire, il y a des moments, c'était feu père à son âme, c'était Maître Igor et moi qui étions chargés d'aller donner ça. Ah, il y a des moments. Il a refusé de nous recevoir. Il avait refusé. Il a dit, moi je ne veux pas les deux coups, le second couteau. Je veux voir les responsables eux-mêmes. C'est ça. Donc il ne nous a pas reçus. Nous étions seulement porteurs de messages de cet accord-là donné. Les deux étaient allés. Alors il a dit, les deux sont allés chez Yadouan. Et Kodjo a réitéré ce qui était contenu dans l'accord. Ça, c'est l'histoire. Quand ils sont partis, nous étions allés faire une réunion entre le CAR et l'UTD. Toujours chez le Grégor. Ça, c'est pour l'histoire. Pour concrétiser cet accord, dire que Gbagbo allait être Premier ministre, dire les ministres qui devaient être dans le conseil partagé, Gbagbo devait avoir, le cas devait avoir 7 portefeuilles, dont un ministre d'État. L'UTD devait avoir 3 portefeuilles. 3. C'était ça l'accord. Et Yam Kodjo avait dit, nous avons des amis politiques qui sont autour de nous. Le TEL, le PDU, le PAD. Bon, il faut nommer un ministre dans ça pour faire un gouvernement d'union. Il avait dit, il ne faut pas qu'il y ait un gouvernement qui fasse plus de 15 membres. Il avait formé son gouvernement d'abord. Donc on l'avait formé ensemble avec Gbagbo comme Premier ministre. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Yadima a refusé. D'accord, ok. Yadima a refusé. C'est ça. Et il a dit que les accords n'engagent que les signataires. Vous savez, si on regarde, c'était la phrase qu'Yadima a dit. Les accords n'engagent que les signataires. C'est ça. Il a refusé cet accord-là. Et il a finalement nommé. Et il a dit qu'il allait nommer un baron, j'ai dit, comme Premier ministre. Parce qu'en temps, on avait validé 4 portefeuilles, 4 députés, et nous n'avions plus la majorité absolue. Le CAR et le TD ensemble. Nous avions 40. C'était une menace. Oui. Or, il fallait la majorité absolue pour imposer le Premier ministre. On était 40. Et Alima, un bon stratège avec les conseils qu'il avait, bon,
Moi, j'ai la majorité relative. Parce que le FPT, à l'époque, avait eu 34, 36 plutôt. Et le cas n'avait plus que... Et nous, la cas avait les 2 mois, avait 34. Nous, 5. Donc, il fallait que même le cas plus TD n'aurait pas l'invitation. C'est ça. Donc, il y a des matchs dans ce cas-là, on a parlé de la majorité. Donc, moi, je prends la majorité relative. La majorité relative, c'est le FPT qui avait la majorité relative. Je vais nommer un premier ministre. Ok. Mais je crois que c'est l'histoire, puisque c'est sur ça surtout qu'on questionne M. Edem Kodjo de son vivant. Et j'espère que l'exercice que nous faisons permettra aux gens de mieux comprendre pour que ça, si ça ne s'arrête pas totalement, en tout cas que cela soit compris. Parce que tout ça n'est pas tombé du ciel. Moi, je n'étais pas de l'UTD, donc je suis très à l'aise pour dire ce que je suis en train de dire. Je fais partie de ceux qui, au niveau du Haut Conseil de la République, ont travaillé à la rédaction de la Constitution. Je me rappelle que le jour où on discutait de cet article, je ne me rappelle plus de le chiffre exact, le quelième, et moi, j'étais venu le jour-là avec les constitutions du Ghana, les constitutions d'Haïti, les constitutions de la Grande-Bretagne. Et sur ce sujet-là, je suis intervenu plusieurs fois pour demander. J'étais hardiment soutenu par Tavia Morin et Kangola Relanton pour demander. L'article dit que le Premier ministre sera nommé dans la majorité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce qu'on veut dire que c'est le parti qui aura eu le plus grand nombre de députés? Si c'est ça, disons-le. Écrivons-le. Mais je me rappelle, Maître Zochi, paix à son âme, a voulu en venir même au maire avec moi le jour-là. Si on va voir les minutes du Haut Conseil, on les trouverait. Mais que pourquoi il y a la fameuse fuite en avant qui vous renvoie à la lettre et à l'esprit des textes où on ne veut pas dire les choses clairement. Alors je leur disais, j'ai lu une partie de la Constitution ghanéenne qui dit ceci, que le président de l'Assemblée nationale est payé sur les fonds consolidés de l'État. Ça veut dire que dans tout le Ghana, s'il ne restait qu'un franc, ce monsieur, lui, doit être payé. Sur ce franc-là, c'est écrit, c'est clair. Quand le moment viendra, on n'ira pas chercher l'esprit ou la lettre. C'est clair. N'importe quel oui, n'importe quel citoyen lambda pouvait comprendre. Alors, je disais, écrivons ce que nous voulons. Mais les gens avaient d'autres objectifs. Puisque quand on a fini la séance, quelqu'un est venu me voir dehors pour dire, mais monsieur Aïdam, vous ne voulez quand même pas imposer un Premier ministre à un tel dont je tairai le nom. Parce qu'ils étaient convaincus que c'est un tel qui prendra le pouvoir après. On l'a dit en face. Oui. Donc, c'est nos turpitudes qui nous ont poursuivis et qui nous ont rattrapés. De ce côté-là, il faut le dire. Donc, aujourd'hui, quand on dit tout ça, c'est un ensemble de choses. Il y a même l'épisode de micro qui était ouvert dans le bureau du président, qui a emmené M. Kodjo à entendre certaines choses et qui l'ont poussé aussi à prendre une position, à être plus radicale sur le sujet. Bon, il faut aller faire une large recherche avant de juger. Je crois que les choses ne se sont pas passées comme les gens le pensent. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a de la littérature aujourd'hui pour permettre à quiconque veut comprendre des choses. Les choses ne se sont pas passées d'une façon univoque. C'est ça. Alors, la deuxième étape, en tout cas, l'autre fait qu'on lui reproche aussi d'avoir accepté le même poste sous fort après la mort de Frère Adema. Ça, je ne peux plus discuter de ça. On n'a pas d'éléments. Oui, on n'a pas d'éléments, mais ce qu'on sait avec lui, et les débuts, on n'a pas d'éléments. Moi, je sais quand même qu'il y a des chefs d'État étrangers qui sont intervenus lourdement auprès de lui pour dire que le pays est à feu et à sang. Nous sommes dans les années de Braise. Il n'y a que lui. Il a refusé. Moi, j'ai suivi les coups de fil, les nuits d'insomnie pour qu'on en arrive là. Alors, ce qu'on a mis devant lui, c'est que de partout, on dit que c'est lui qui peut assumer ces responsabilités-là
en ces moments précis. Sinon, Il n'y a pas eu qu'il y a eu 1114 décès. que En le pays allait partir en lambeaux. Ah oui. Ça, au moins, on peut le dire. Monsieur Brown. J'allais ajouter que, du point de vue de son option politique, il est de ceux qui pensent qu'il faut tout faire pour sauver toujours les situations. Chaque fois qu'on peut contribuer, il faut le faire. Et donc, on comprend qu'il ait pu accepter justement de jouer ce rôle-là. Parce que le refus, le dire non, ça ne fait pas une politique. Mais quand vous avez dit non, il faut proposer des alternatives. Et je pense que ce que j'ai connu de cet homme, il fait tout pour concilier. Et nous, on était plus jeunes quand on travaillait avec lui, mais on a vu sa capacité de vouloir concilier. Lorsqu'on voulait prendre des positions tranchées, il dit non. Parce qu'effectivement, en réalité, il y a des idéaux, mais la réalité est toujours complexe. C'est ça. Et après, on schématise, mais en réalité, Et la puis, complexité ce que est dit toujours M. Broum est valable sur le plan national que sur le plan international. International. Quand on s'est retrouvé en RDC, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, tout le monde pensait que l'UDPS devait être mis de côté. Alors, M. Kodjo, bon, s'il a un défaut, c'est son impatience. Son impatience fait que il a des fois des formules ramassées qui peuvent heurter les gens. Autant lui n'est pas rancunier, autant ceux qui sont en face de lui, il en fait des ennemis. Bon, alors, il dit, et les gens lui disent, mais et les autres partis politiques? Il dit, les autres partis politiques, je ne connais pas. L'UDPS a fait 32% lors des élections. Qu'est-ce que vous voulez faire dans ce pays sans l'UDPS? Moi, je commence à partir de l'UDPS. Contrairement à tout ce qu'on a raconté après, tout ce que les plumes faciles et quelques délinquants de la plume m'ont aligné, c'est pas comme ça que ça s'est passé. D'ailleurs, les autres partis lui en ont voulu pour avoir dit ça. Or, mais c'est clair, vous arrivez dans un pays pour une médiation, mais vous n'allez pas faire table rase de ce que le pays lui-même a produit comme compartimentation au niveau des politiques. Il l'a dit, la formule fut brutale, a heurté beaucoup de gens, mais c'était ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé le travail. Bon, il y a d'autres détails, l'UDPS lui-même a fait ce que vous savez, mais bon, ça, on verra. Mais c'est pour vous dire que c'est le monsieur qui cherche non seulement la conciliation, mais la justice. Autant qu'il peut, il cherche la justice. Vous avez des gens qui, peut-être vous et moi, vous aurez fait les mêmes choses. Vous n'auriez jamais accepté de leur reparler. Monsieur Kodjo, ça va faire 2, 3, 4 jours. Vous allez lui dire au grand frère, le monsieur, voilà ce qu'il a dit, et lui-même reconnaît que. Et vous allez les revoir comme des larrons en foire. Vous serez même étonné. Ça, c'est des choses que les gens ne connaissent pas. Très bien. Et malheureusement, il n'est souvent pas compris, parce que dans l'esprit des Togolais... Est-ce qu'on prend le temps de comprendre? C'est ça la question. Quand on a annoncé on aime beaucoup de raccourcis. Son décès, il y a beaucoup de commentaires sur la toile. D'un Kodjo était-il un grand homme? Alors, qui finalement appelait un grand homme? Il y a beaucoup de contradictions, de polémiques sur la toile. Rapidement, je voudrais qu'on en termine là-dessus. D'ailleurs, si on est réunis ici pour parler de lui, c'est parce que c'est un grand homme. Il y a beaucoup de gens qui meurent tous les jours au Togo et sur lesquels vous ne faites pas de plateau. Ça, c'est un. Vous savez. La deuxième chose, chose, nous parlons de la personne qu'on a connue. Nos relations au jour le jour. Il y a la mythification et qui fait qu'on le met sur un piédestal. Et c'est vrai qu'il en a les éléments et les attributs. Mais nous disons qu'avant tout, c'est un frère. C'est un frère. Moi, je prends par exemple quand on allait créer la CPP. La CPP, moi, ma revendication première, c'est de dire, et nous étions jeunes, avec nos formules brutales de l'époque, je disais que si je ne vois rien sur le panafricanisme, moi, je n'adhère pas. Donc, de discussion en discussion, nous sommes arrivés à trouver, avec lui-même, Artem,
Oumé Zounou, Oui. a trouvé la convergence patriotique panafricaine. C'est pour vous dire, il aurait pu dire, mais c'est qui ce jeune homme-là? Moi, j'ai telle année, tel nombre d'années de politique. Pourquoi il peut parler comme ça? Non, c'était une discussion en bâton rompu. Bon, d'ailleurs, c'est le panafricanisme qui nous a rapprochés. Et donc, on a trouvé une solution. Donc, M. Edem Kodjo n'est pas seulement ce qu'on raconte. Personne n'est parfait. Moi, j'accorde aux gens qu'il ait pu faire des erreurs. D'ailleurs, lui-même était comme ça. Il ne refusait pas la contradiction. Il ne détestait pas les gens qui pouvaient dire du mal de lui. Au contraire, il cherchait tout le temps à leur démontrer qu'ils se sont trompés. Un grand homme, n'est-ce pas? Un grand homme, un grand destin. Vous savez, c'était un grand homme. Un vrai grand homme. La première discussion qu'on a eue vraiment à bâton rompu à fond, c'était dans le bureau de Maître Jovigali. Quand il est revenu en mars 91, après le 50 ans. Et il y avait l'idée de créer. Je lui ai dit des choses. Ce qu'on dit d'habitude. Ce que les gens disent de lui, il a fait ceci, il a fait cela. Je lui ai dit, mais avec mon franc-parler, de toute façon, comme vous connaissez, oui, cru. Il m'a regardé, il m'a dit, il s'est souvenu qu'on s'est vu à Paris. Et puis il a ri. Et puis je lui ai dit à la fin, grand frère, parce que depuis, je l'ai l'habitude d'appeler le grand frère, malgré tout ce que je viens de te dire, je vais travailler avec toi. D'accord. Bien. Mais, avec tout ce que je lui ai dit, vous savez, chaque fois qu'on allait quelque part, que les gens lui disaient des choses négatives, vous savez ce qu'il disait? Vous voyez celui qui est à côté de moi, il m'en a dit plus. Et pourtant, on est ensemble. Donc, un grand homme. Deuxièmement, très rapidement. Je vous ai dit que j'étais fier de lui pour Oui. deux raisons. C'est ça. La deuxième raison, un matin, j'étais dans son bureau, il était Premier ministre. Il se querellait violemment avec quelqu'un au téléphone. Devinez qui était ce quelqu'un? C'est un grand ministre français. Je ne vais pas donner son nom. Qui disait qu'il fallait faire ceci, cela. J'ai entendu d'un côté dire, comment est-ce que vous pouvez me dire ce que moi je vais faire pour mon pays? C'est ça. Comment? Et puis, l'éducation commençait à s'envenimer. Et vous savez ce que d'un côté a dit? Si vous permettez, je vais révéler ça. Oui, rapidement. D'un côté lui a dit, quand j'étais à l'ENA, quand j'étais étudiant à l'ENA, vous étiez où? Vous venez m'enseigner ce que moi je dois faire pour mon pays. Et il a reproché. J'étais fier ce jour-là. Très bien. Et sur ça, c'est que les gens, ce qui est dit souvent aussi, nous on réagit comme ça parce qu'on connaît l'homme, on a été à ses côtés. Et nous-mêmes, nous sommes des gens de conviction. Si des choses ne nous plaisent pas, on ne peut pas y adhérer. C'est-à-dire, ce qu'on dit souvent, c'est l'homme des Français. Moi, il y a un président connu qui me disait ça il y a encore quelques jours, que notre premier contact, ce fut difficile parce qu'on pensait qu'il y avait deux candidats. On penchait pour le premier candidat parce que pour nous, c'était l'homme des Français. Mais quand on s'est connus, mais on a trouvé qu'il y a quelques jours, un président en fonction pendant longtemps qui me le disait au téléphone. Donc, la perception est différente de la réalité. Ça. Moi, je demande à vos téléspectateurs de prendre le temps de regarder. C'est un Togolais de haute facture que nous avons perdu. En parlant de fierté, mais combien de fois, dans combien de pays africains on n'est pas allé? Vous voyez le citoyen lambda, où les gens le voient, ils commencent par réciter par cœur et demain l'Afrique. Des passages de demain l'Afrique. J'ai même vu, on était dans un pays, un grand magasin pratiquement sombre. Je voyais un monsieur qui dévalait les pentes de l'autre extrémité jusqu'à venir chez nous à se plier en 6
en disant que Monsieur Edem Kodjo, vous êtes le disque dur de l'Afrique. J'en ai versé des larmes tellement j'étais ému. Mais et c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois. Très bien. Monsieur Bromepiu, je vais t'avoir terminé. Oui, c'est dommage. Le temps nous talonne, mais on doit s'inscrire dans le temps. C'est ça. Et à quoi reconnaît-on un grand homme? Oui. D'abord par la hauteur de ses vues, par une sorte de rat assez particulier. Et qui, où qu'il soit, laisse des marques indélébiles qui marquent durablement son passage. Vous voyez? Et qui porte des grands projets. Et c'était le cas, effectivement, de M. Edem Kodjo. Je ne sais pas où il était, dans quel pays, dans quel agora ou dans quel où il est passé de façon indifférente. Je n'en connais pas. Partout où il est passé, les gens l'ont identifié comme étant une perle, comme étant quelqu'un de haut vol. Il en avait la carrure au niveau intellectuel, il en avait la carrure au niveau de la technicité pratique, et puis en même temps, il avait l'humilité qui se traduit du fait qu'il accepte la contradiction. Alors, je terminerai là-dessus, il y a trois éléments dans la vie de quelqu'un il y a des éléments qui sont assez révélateurs. Il y a le côté esthétique, le côté du goût. Et Edem Kodjo, cela a été dit lorsqu'on s'était vu la dernière fois sur une radio, l'amour et le soin qu'il portait, la sensibilité qu'il avait par rapport à tous, à l'esthétique. Il avait aussi le second élément qui montre l'homme qui a une certaine grandeur, c'est le côté spirituel, religieux. J'ai toujours été fasciné de sa pratique religieuse. Moi, qui suis croyant, mais bon, je ne veux pas qualifier. Il faisait le rosaire et je lui demandais, mais réciter le Je vous salue Marie, tout ça là, c'est la prière des pauvres, des gens simples. Et ici, il priait pendant qu'il était Premier ministre. Et puis l'autre côté, c'est l'homme d'État. Mais dans ce que l'État a de plus resplendissant, vous retrouvez ça dans l'homme. Et quand vous avez tous ces dimensions, ces trois aspects, oui, on peut dire que c'est un grand homme. Et ce que dit M. Broum, c'est que je crois que je dis que, non, je prends M. Awite à témoin, puisque ça nous est arrivé ensemble. Il n'y a pas de pays où on aille et que tous les dimanches, on ne soit pas tenu d'aller à la messe. Je dis tenu pour moi, c'est-à-dire tenu d'aller à la messe, quel que soit le pays, quelle que soit la latitude, quelle que soit la température qu'il faisait, la messe du dimanche n'était pas ratée. Les vêpres n'étaient pas ratées. Donc, je voulais juste conforter ce que c'était pas raté, oui. Bon, ben. Est-ce qu'il est un grand homme? On répond. Oui, c'était un grand homme. C'était un grand homme. Pourquoi? Parce que, bon, donc, il y avait sa vision, il y avait sa ténacité et l'accomplissement de ce qu'il voulait faire. Donc, il allait jusqu'au bout. Alors, donc, dans cet homme que vous avez, qui avait de la force, une force de caractère, et vous avez un homme humble, n'est-ce pas, abordable. Alors, si vous nous avez rassemblés aujourd'hui, c'est qu'on vous dise exactement ce qui se passe. Ce n'est pas une fiction. Donc, nous l'avons côtoyé, nous pouvons parler de lui. C'est ça. Alors, mais donc, si aujourd'hui, il y a des bruits qui courent, que, bon, à droite et gauche, mais les gens disent oui, il est ceci, il est cela, mais nous, je crois que nous devons être véridiques, être directs et coller à la réalité que nous avons vécue. C'est du vécu que nous parlons ici. D'accord. Bon, donc, un homme qui avait toutes les qualités du monde possible, mais qui se mettait à la hauteur de tout le monde. Donc, vous pouvez l'aborder comme vous voulez. Et il était un homme de culture. C'est ça. Un homme sportif. Toutes les cultures possibles. Vous pouvez demander
Il aime aussi les arts. Hein, les arts, oui. Vous pouvez demander à Kodjo le nom d'un artiste chinois du 15e siècle. Il vous le donnera. C'est cela. D'un artiste coréen, il vous le donnera. Alors donc, tout ce bagage intellectuel qu'il avait. Et pourtant, il n'en était pas... Bon, il n'en faisait pas cas à l'extérieur. Okay. Bon, malgré ce que les gens disent de lui. Mais c'est un homme, il faut l'avoir abordé. Vous savez, parler de l'extérieur ou parler sur ce qu'on a entendu, ça c'est autre chose. Mais être avec la personne, l'aborder et travailler avec lui, ça va être autre chose. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce qu'on appelle les grands hommes. Oui. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de perfection, puisque ce n'est pas à notre portée la perfection. Prenez tous les grands hommes dont vous connaissez le nom, le président Mao, vous prenez Kwame Nkrumah, vous prenez Julius Nyerere. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit Senghor, qui m'ont dit de ces gens-là, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas les supporter. Mais pour moi, ce sont des grands hommes. Ce sont des grands hommes. Il y a quelques rapports individuels, peut-être conflictuels, qui dénaturent la perception que certains peuvent avoir. C'est l'ensemble qu'il faut voir. C'est la globalité. C'est ce que la personne est capable de laisser derrière lui et qui peut motiver une sympathie. C'est ça la question. Et son nom, je dirais que son nom, vous savez, vous allez au Libéria aujourd'hui, vous avez son nom. Quand on était au sommet de Libéria, mais les gens portaient son nom. C'est à cause de... Tout simplement parce qu'on dit d'un Kodjo, vous allez au Libéria, maintenant vous trouverez beaucoup de Kodjo, vous avez beaucoup d'Éden. Au Nigeria, dans l'état de Bayelsa, il y a une rue qui porte son nom. Une rue qui porte son nom. D'accord. Donc, si je peux très rapidement ramasser, vraiment, oui. C'est un grand homme. C'était un grand homme de beaucoup de qualité, mais qui vivait tout cela avec humilité. Oui. Merci beaucoup. Voilà, ça a bien résumé. C'est la fin de ce numéro. Merci à vous, M. Haïdam, M. Awitor, et M. Broum et Maître Zeux Sajavon. La seule chose qu'on peut rajouter, c'est que nous, vous nous avez rassemblés. Il y a d'autres personnes qui connaissent M. Kodjo. Il y a des gens qui ont fait leur début. Je prends par exemple, le ministre Henri Dogo, par exemple. Oui. Voilà des gens dont moi, il m'a parlé beaucoup. Ils ont fait les débuts de la lutte ensemble. Oui. Ce sont des gens qu'il faut à l'occasion questionner, aborder, pour que les Togolais aient une plénitude de ce que c'est la personne. D'accord. Grand homme, il peut être servi. Ça va venir. Je crois que Pax Africana, c'est cela. On n'en a pas parlé. On va parler de son grand pardon. Alors, de toute façon, on ne peut pas consacrer sur l'émission à cela. L'homme est dense, vous l'avez dit, on le reconnaît aussi, par sa hauteur intellectuelle, son caractère, son moral, et puis ensuite cette humilité. De moi aussi, j'avais fait l'expérience la première fois que j'ai reçu en 2010 dans cette émission. Vous avez fait 3 émissions avec lui. Quand on parlait de 50 ans, indépendants des pays africains. C'est la fin de ce numéro de rencontre et échange consacré donc à l'hommage à Edem Kodjo, ancien secrétaire de l'OUA, le Fabrice du Togo. Il est décédé le 11 avril dernier dans un hôpital américain à Paris. Et ses amis, ses collaborateurs sont venus le rendre hommage. C'est aussi notre part d'hommage à cet homme que nous avons perdu. On se retrouve très bientôt pour d'autres émissions consacrées à lui. Et peut-être quand les obsèques seront programmées, peut-être nous aurons l'occasion de faire d'ample connaissance de l'homme qu'il a été. Je vous retrouve samedi prochain de réflexion. Au revoir. À très bientôt. Merci à vous.